C'est un couple sous le choc. Agnès et Richard estiment avoir été trahis par l'un de leurs meilleurs amis, aujourd'hui accusé de meurtre. Jérôme Gaillard, 45 ans, qui a avoué avoir tué sa femme après avoir fait croire à sa disparition pendant plusieurs semaines. Il est venu nous voir comme si de rien n'était, avec ses enfants. Il était zen. Il était zen, hein. Il parlait de Magali comme si elle était encore vivante, quoi. Enfin, il nous manipulait tous. Un bon comédien, quoi. C'est ça. Je lui ai dit bon courage pour la suite et il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit oui, le pire c'est de ne pas savoir où est Magali. Alors ça c'est une phrase que je n'oublierai jamais. Alors qu'il savait très bien où elle était. Hein. Quand on a su ça, j'ai dit non mais il se fout de ma gueule, quoi. La femme de leur ami Jérôme, Magali Blandin, 42 ans, avait disparu le 11 février. Ces dernières semaines, son mari ainsi que 7 complices présumés ont été arrêtés. L'issue d'une affaire sordide, sur fond de chantage, de complot et de vengeance. Magali Blandin rencontre Jérôme Gaillard à l'âge de 17 ans. Ils se marient, ont 4 enfants et s'installent à 35 km de Rennes dans ce corps de ferme que Jérôme rachète à ses parents, agriculteurs. Elle est éducatrice spécialisée. Lui, sans emploi, tire ses revenus en louant ses hangars situés sur sa propriété à des artisans de la région. Une vie simple, en apparence paisible. En 2017, Grégory passe plusieurs mois aux côtés de Jérôme et Magali. Il les aide à retaper leur maison, en échange d'un logement gratuit. Entre Magali et lui, naît une amitié. C'était quelqu'un de formidable, Magali. Je fumais des clopes avec, j'ai jardinier avec elle. Je lui ai appris des choses parce que j'ai un CAP-BEP jardinage. Donc je lui ai appris des choses dans la plantation. On a planté ensemble, on a créé un potager. Elle avait une petite caravane, je ne sais pas si elle y est encore. Mais on l'avait déplacée pour la mettre un peu plus loin pour qu'elle puisse être libre un petit peu, faire ses petits trucs tranquilles de travaux, enfin de création, de tout ça. Et donc c'était sa petite caravane, c'était sa petite bulle en fait. Concernant Jérôme, Grégory évoque un homme sympathique, bon vivant, mais aussi un mari très autoritaire. Psychologiquement, il a rabaissé, mais c'était un truc de malade. Il a détruisé. Moralement, il a détruisé. Franchement, honnêtement, il a détruisé. J'ai mangé chez eux plusieurs fois le midi. Magali était là aussi à table. Et à table, des fois, il était méchant. Oh, il manque du sel, mais il disait ça méchamment, quoi. C'était, en fait, pour lui, c'était une bon à rien, quoi. Alors que Magali, elle faisait beaucoup de choses. Et il y a des fois, elle se laissait pas faire. Hein. 1m50 ou 1m49, mais elle se laissait pas faire, la Mag. Mais C'est-à-dire ? Ouais, je pense qu'il y a des fois. Alors moi, j'ai pas assisté, mais il y a des fois, on l'entendait crier après Jérôme. Elle pétait un câble. Le 3 septembre dernier, nouvelle dispute. Jérôme soulève violemment un banc sur lequel Magali est assise. Elle fait une chute. Le lendemain, elle porte plainte. Devant les gendarmes, elle reconnaît avoir elle aussi porté des coups. L'affaire est classée sans suite. Magali décide de divorcer. Elle s'installe seule dans un appartement de cette résidence, à une quinzaine de kilomètres de la ferme. Jérôme, lui, continue de vivre dans la maison. Les 4 enfants sont en garde alternée. Le week-end, le mari se rend parfois chez Agnès et Richard, le couple d'amis. Selon eux, ils ne supporteraient pas la séparation. Pourquoi elle est partie? Elle va bouffer tout, me perdre mes gamins, ma maison. Il ne dormait plus. J'ai maigri. Je me fais des cheveux blancs. Tout se rapportait à lui, quoi. Et il a quand même dit que Magali, c'était une garce. Et c'est vrai que, au cœur du conflit, la garde des enfants. Une audience devant un juge doit se tenir le 8 mars. Mais ce rendez-vous n'aura jamais lieu. Le 11 février, la mère de famille disparaît, comme volatilisée. On cherche bien Magali Blandin cet après-midi, ou toute trace nous permettant de la localiser. 2 semaines durant,
militaires et citoyens ordinaires scrutent chaque fossé, chaque point d'eau. Disparition volontaire, mauvaise rencontre, accident ou suicide. Aucune piste n'est écartée. Les enquêteurs s'intéressent aussi au mari, qui dans un premier temps est mis hors de cause. Selon ses parents, il aurait un alibi. L'enquête piétine, mais tout bascule début mars. Jérôme Gaillard fait alors une révélation stupéfiante au juge d'instruction. Il se dit menacé par des mécaniciens d'origine géorgienne qui louent un hangar sur sa propriété. À l'automne, avant la disparition de Magali, l'un de ces hommes lui aurait proposé de se débarrasser de sa femme contre de l'argent. Il dit que ces individus lui ont mis dans le crâne qu'il perdrait tout et qu'il n'avait rien à faire et que lui pourrait entre guillemets, d'après ce qui le débarrasser d'un problème. Et il a mis un contrat sur sa femme. Est-ce qu'on peut utiliser ces mots? Est-ce qu'il a pu se laisser embarquer, engluer dans cette spirale par des individus qui manifestement voulaient lui soutirer de l'argent? Donc ça reste effectivement à éclaircir. Jérôme Gaillard dit avoir versé à ces hommes 20 000 € en novembre dernier, mais ceux-ci n'auraient jamais exécuté le contrat. Et en février, lorsque Magali disparaît, ses locataires géorgiens l'auraient fait chanter, exigeant cette fois 15 000 € en échange de leur silence. Les gendarmes décident de leur tendre un piège. Le 14 mars, dans ce quartier de Rennes, Jérôme leur fixe un rendez-vous prétextant la remise de l'argent. 5 Géorgiens sont arrêtés. Placés en garde à vue, tous contestent avoir un lien avec la disparition de Magali. Pour les enquêteurs, même si ce premier projet criminel n'a pas été à son terme, Jérôme Gaillard devient le suspect numéro 1. Le mari a peut-être décidé d'agir seul. Quelques jours plus tard, il est placé en garde à vue en présence de Maître Lemaintier, son avocat. Dès que les enquêteurs évoquent les premiers éléments factuels, Jérôme Gaillard demande à s'entretenir avec moi. Je sens qu'il n'a plus l'énergie et plus la force, je crois, de poursuivre. Et donc, immédiatement, on est sorti du bureau. Et avant même de reprendre une audition, il s'est effondré. Il a dit je vais vous amener où se trouve. Je vais vous conduire au lieu où se trouve le corps de Magali. Aux enquêteurs, Jérôme Gaillard explique qu'au matin du 11 février, il dépose ses enfants à l'école. Il se serait ensuite rendu chez Magali. Il l'aurait attendue sur son palier, jusqu'à ce qu'elle sorte de chez elle. Selon lui, il l'aurait violemment frappée sur la tête, à coups de batte de baseball. Il aurait ensuite laissé le corps sans vie de Magali à l'intérieur de son appartement. À la nuit tombée, il serait revenu pour effacer ses traces et transporter le corps jusqu'à un bosquet isolé, situé à 2 km de la ferme familiale. Il l'aurait enterré dans un trou et l'aurait recouverte de chaux vive, afin d'accélérer la décomposition du corps. Jérôme Gaillard m'explique son geste en me disant qu'il n'a jamais supporté le départ de Magali, qu'il n'a jamais fait le deuil de la séparation, finalement, elle, ses enfants, lui, la maison, formaient un tout indissociable, une forme d'édifice, et que les fondations de cet édifice, c'était Magali. Mais il m'explique qu'il a progressivement perdu pied, qu'il est devenu l'ombre de lui-même, et qu'il en est arrivé à commettre l'irréparable, un geste qu'il qualifie d'odieux, d'impardonnable, d'indicible, et qu'il regrettera toute sa vie.
Le corps de Magali est exhumé par les gendarmes à l'endroit indiqué par son mari. Jérôme Gaillard est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il est placé en détention. Ultime rebondissement, les parents de Jérôme Gaillard, des agriculteurs à la retraite, sont arrêtés à leur tour et écroués. La justice soupçonne Jean Gaillard et Monique, son épouse, d'avoir financé le contrat contre Magali qui n'a jamais abouti, ce qu'ils réfutent. Ils ont bien donné 50 000 € à leur fils, mais selon eux, c'était pour que ce dernier puisse subvenir aux besoins de sa famille. Reste la question de l'alibi qu'ils ont fourni à Jérôme pour le jour de la disparition. Pour Olivier Chauvel, l'avocat du père, quand bien même les parents auraient voulu couvrir leur fils, cela ne justifie pas une mise en examen pour complicité de meurtre. S'il aide à trouver un alibi après la commission du crime, ce n'est pas un acte de complicité. Pourquoi ? Parce que le législateur a prévu, encore une fois, ce qu'on appelle une immunité familiale pour qu'il ne soit pas obligé de dénoncer un enfant, parce qu'évidemment, il y a un conflit de loyauté vis-à-vis de sa propre famille, de celui qui est de son sang, et qu'il est évidemment extrêmement compliqué d'avoir une obligation de dénoncer son propre fils. Les obsèques de Magali Blandin ont eu lieu à Bain de Bretagne jeudi dernier. 400 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Pour le moment, les 4 enfants du couple ont été placés dans différentes familles d'accueil.